Ouais, salut les pêcheurs! Nouveau style de vidéo, interview. Première vidéo interview, enfin réelle vidéo interview. J'avais déjà fait c'était pas une vraie interview, hein, c'était 3 questions à Léon. Quand j'avais fait sa vidéo sur Cap Vintage, j'en avais profité pour lui poser 3 questions. Donc c'est une petite interview entre guillemets. J'espère en refaire une avec Léon. Mais ce coup-ci, donc, ce sera ma vraie première interview avec des questions qui restent banales, qui restent vraiment dans le monde de la pêche. On n'est pas là pour aller déclencher des guerres ou quoi que ce soit. On veut connaître le pêcheur et son côté passionné, quoi. Voilà. Donc, pour cette première, ce sera donc Jocelyn Dupré. Donc, maintenant, une personnalité du monde de la pêche, hein. Du monde de Nash aussi, hein, tout le monde connaît, voilà, Jocelyn maintenant du monde de Nash, il n'a pas été que là, hein. Maintenant ça fait des années qu'il est dans Nash et qu'il a grimpé les échelons petit à petit. Une personne très sympathique, vraiment passionnée. On en a donc profité pour faire une petite pêche. C'est la vidéo qui est sortie juste avant, si vous voulez la voir, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo et ça s'affichera peut-être aussi dans un coin de votre télé. Et donc on en a profité donc, pour faire cette petite pêche, donc on a fait une soirée, une nuit et puis la matinée, après il est reparti. On a bien échangé, c'est quelqu'un de vraiment sympa. Donc oui, le monde de la pêche, c'est son métier, hein, comme la plupart des personnes que j'interviewerai de toute façon, à part quelques-unes, hein, c'est pas forcément toutes leur métier, mais bien souvent, elles veulent en faire leur métier par passion. T'es passionné et tout ça, et t'aimerais pouvoir en vivre, faut pas dire le contraire. Après, je sais, il y a des personnes qui se sont mis à palier, non, jamais de la vie je ferai devenir la pêche mon métier, parce que j'ai peur que ça ait des répercussions sur mon côté passionné, ma passion, tu vois. Je peux tout à fait le comprendre, hein, mais bien, on est très nombreux, hein. Après, il y a plusieurs étapes, hein. Il y a être dans ce métier-là et pas toucher beaucoup d'argent, il y a être dans ce métier-là et toucher un peu plus, mais avec beaucoup plus de responsabilités, de gérance et tout. Donc, j'en dis pas plus. De toute façon, je vous laisse regarder cette interview et n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires, hein, si ça vous plaît et que vous avez envie de voir des interviews d'autres personnes et me donner les noms des personnes que vous voudriez que je fasse une interview. C'est pas forcément des très grands pêcheurs ou très médiatisés, hein, je veux dire comme Jocelyn, Léon, tout ça, et qui vivent de leur passion, qui ont une branche dans ce métier, quoi. Ça peut être des personnes qui n'y travaillent pas forcément, qui ont peut-être moins d'années de pêche. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des personnes qui vous intéresseraient en interview. Donc aussi, je tenais à remercier Jocelyn hein, de s'être déplacé, d'être venu pour pouvoir faire l'interview, puis d'avoir pu profiter de cette petite pêche ensemble. Donc merci à toi Jocelyn, et j'espère aussi que la vidéo te plaira. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec Jocelyn et les questions. Oui, pêcheur, ça y est, on est parti. On passe à l'interview. Salut Jocelyn. Salut GG. Content de t'avoir pour une petite interview sympathique. Moi aussi, je suis super content d'être là. Surtout qu'on a profité pour pêcher, donc ça, on a associé le côté pratique avec le côté sympa. Et j'ai adoré le petit repas préparé par ta femme, c'était très bon. Ouais, bon. Merci, elle va être très contente. Donc tu te présentes rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, Jocelyn, 42 ans très prochainement. Que le temps passe vite. Je pêche depuis longtemps. Voilà, donc j'ai attaqué il y a bien longtemps maintenant. J'ai attaqué la carpe vers 12-13 ans, quoi. Un peu comme toi, hein, on discutait hier soir, un peu la même chose. J'ai attaqué la pêche à 7 ans et 12-13 ans pour la carpe. Et puis voilà, donc je te laisse faire le calcul. Ça fait quelques années maintenant que je pêche la carpe et puis mon travail, aujourd'hui je suis en charge de... aujourd'hui, depuis maintenant depuis 2020, je suis en charge donc, de Nash. Donc je suis ce qu'on appelle pompeusement Head Territory. Donc ce que ça veut dire, c'est que je suis en charge à la fois du commerce et du marketing pour plusieurs pays de ce qu'on appelle la zone Ouest Europe. Donc France, Italie, Espagne et Portugal. Voilà. Donc je suis en charge de ces pays-là et des gens qui travaillent pour Nash. Donc ça c'est mon travail. Voilà. D'accord, ok. Donc, première question. Tu as entre guillemets un petit peu répondu. Elle sera en 2 petites parties. Donc à quel âge as-tu commencé la pêche? Ouais. La pêche. Hein. Et quand la carpe est devenue une obsession? D'accord. Alors la pêche, comme toi. En fait, on a un peu un parcours qui se ressemble parce que moi, personne pêchait en fait dans ma famille. Et donc,
à l'âge de 7 ans, donc comme toi, je me suis retrouvé avec ma nounou. C'est elle qui m'emmenait en fait, on faisait des sorties des après-midi au bord de l'eau. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis, puis très vite, le goût est venu. Je prenais mes premiers poissons-chats. Les poissons-chats finissaient sur le talus derrière. Enfin, c'était bon voilà, c'était les débuts, on va dire, à 7-8 ans. Mais j'ai pris goût très vite au bord de l'eau. Voilà, c'est le bord de l'eau à un moment donné. Je pense qu'on a tous ça, les pêcheurs, en nous. C'est le bord de l'eau qui nous attire. En fait, il y a un magnétisme avec la flotte, il y a quelque chose. Et puis la nature aussi, de se retrouver dans... L'intrigue de l'eau aussi, de savoir ce qu'il y a dessous. Exactement. L'eau, on ne sait pas ce qui se passe, donc il y a un vrai mystère. Et puis une fois que j'ai été mordu par cette pêche-là, j'ai commencé à faire de la pêche au cou. Donc vers les 10 ans, je faisais de la pêche au cou en club. Et très vite, j'étais en fait dans une école de pêche qui s'appelle la Corsille à Nevers. Et c'est là où vraiment j'ai fait mes armes, j'ai appris à perfectionner mes gestes, perfectionner ma technique, tant à la pêche au cou que sur la pêche des carnassiers. Voilà, on avait des moniteurs, des animateurs en fait à cette école de pêche au Montaut à Nevers qui venaient régulièrement tous les mercredis après-midi. Et c'est comme ça que moi que j'ai appris en fait à faire des montures Draco, à faire des bouchons en balsa, à monter mes lignes pour la pêche au cou. Et j'ai découvert lors d'une animation plus concernant la carpe, avec un premier atelier bouillette, etc. Et puis, voilà, là, ça a commencé vraiment à m'intriguer. J'ai vu qu'il y a un matériel dédié, spécifique. Donc là, on est dans les années 90 un peu même avant les années 90. Et là, ça m'intrigue parce que je découvre des choses qui m'intéressent. Et puis, voilà, quelques années plus tard, finalement, je suis là, quoi. Non, mais voilà, c'est à travers l'école de pêche que j'ai découvert des choses. Et puis après, c'est des rencontres. Ouais. Comme pour beaucoup d'entre nous, c'est des rencontres qui amènent à des grands virages, à des grands changements. Et moi, mes premières rencontres, c'est un gars qui avait le permis, Frédéric Esterwellas, et moi, je l'avais pas le permis, et lui était déjà bien équipé. Moi, je commençais vraiment à de plus en plus m'équiper, mes Noëls, mes anniversaires, dès l'instant où je pouvais gratter un peu des sous, tout allait dans la pêche. Et c'est comme ça que j'ai acheté mes premières cannes Eurocasting à l'époque, d'âme et de mon matériel, mon équipement. Et c'est avec Fred que j'ai pu aller faire mes armes sur les lacs. Parce que je pêchais mes eaux locales, des plans d'eau autour dans la Nièvre. Et puis Fred, lui, il avait déjà cet appétit pour aller plus loin. Parce qu'il avait le permis, bien entendu, il avait déjà la liberté. Permis à 18 ans, c'est la liberté, hein. Bing, Et c'est là où voilà, tu t'émancipes, tu sais que tu peux aller plus loin. Et donc, j'ai mon permis. Dès l'instant, donc j'ai attaqué avec lui, on a fait nos premiers lacs dans le Morvan, etc. Ça, c'est dès 97. J'ai 16-17 ans, je pêche déjà en lac. Comme on a beaucoup de temps quand on est étudiant, on parle de multitude de sessions de pêche. Hein. Et puis, dès l'instant où j'ai 18 ans... et que j'ai eu mon permis, la semaine d'après, je mets la clé dans le contact et hop, je pars à Saint-Cassien. Et voilà, et ça c'était déjà en 99 ou 2000, un truc comme ça. Et voilà, Orient déjà. Dès 99-2000, je commence à taper les lacs qui me font rêver depuis toujours, que j'ai lu dans la presse, que j'ai comme Orient et Cassien, c'était vraiment ma priorité d'aller à la rencontre de ces plans d'eau-là. Ouais. Et tu vois, ça c'était il y a déjà 23-24 ans, quoi. Ouais. Et je me lasse pas à y retourner dès que je peux, mais il y a tellement d'eau. Il y a tellement d'eau en France, il y a tellement d'eau en Europe. On a en discuté hier, et puis t'as vu comme je suis bavard, t'es bavard aussi. Enfin, il y a tellement d'eau, il y a tellement de choses à découvrir. Moi, j'ai un peu ce problème, c'est que j'ai beaucoup la bougeotte. Et d'ailleurs, on parlait un peu des graves et tout. Très vite, je sais même plus où j'ai été, tellement j'ai pêché d'eau. J'ai cette chance-là de m'être toujours donné les moyens d'aller. Alors il faut être dans le mouvement, il faut être dans l'énergie, il faut avoir envie de le faire. Mais c'est vrai que j'ai pêché beaucoup d'eau et je trouve que c'est hyper enrichissant. Ouais. Voilà. Et encore ici, que je connaissais pas, qui est finalement pas si loin de chez moi, qu'est-ce que c'est agréable de prendre pour la première fois un poisson dans un environnement que tu n'as pas eu l'occasion de pêcher. C'est juste... Ouais, c'est génial. Hein. Ça fait vibrer. C'est ça qui nous a fait vibrer quand on était môme. Et c'est ce qui, moi, continue de m'animer. Et j'aime, moi, apprendre, découvrir, me perfectionner. C'est tout ce qui m'a toujours animé. Dans cette pêche, la pêche de la carpe, mais aussi dans les autres pêches. Hein. Parce que je pêche, comme je te le disais, j'ai malheureusement moins le temps
pour faire des pêches au cou, pour faire des pêches au carnasse, même si j'y vais encore chaque année. Je pêche à la Enjambière chaque année, l'été, j'aime me faire mes sorties, et là maintenant avec mon fils c'est cool. Au carnasse j'adore pêcher au drop shot, pêcher au texan, et puis à la verticale, et puis voilà, la pêche à la mouche aussi, qui est une pêche pour moi qui me prend encore, chaque année je me fais un joli voyage à la pêche à la mouche, ouais, j'adore ça. Donc ouais, la pêche c'est la pêche quoi. et penser à la pêche, c'est sous toutes ces formes-là en fait. Et ça, il n'y a pas une journée, franchement, il n'y a pas une journée dans ma vie où je me lève et je me dis, je pense pas à la pêche. C'est pas possible. Et d'autant plus aujourd'hui où je travaille dans la pêche. C'est-à-dire que même si j'ai pas envie d'y penser, j'y pense quoi. Parce que les gens viennent me poussent à y penser. Donc ouais, c'est... Ouais. Donc alors ensuite, y a-t-il un personnage qui t'a plus influencé qu'un autre, une grosse personnalité, par les livres, par de la vie de tous les jours Oui, il y a des gens qui m'ont influencé. Donc évidemment, les lectures, quand on est jeune et comme moi, qu'on n'a pas de réel mentor avec qui pêcher pour apprendre et qu'on apprend beaucoup par soi-même, même si on apprend toujours des autres, mais quand on apprend et qu'on est un peu seul à pêcher par soi-même, je dirais que les lectures, moi, elles m'ont beaucoup animé. Lire des auteurs, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, il y a plein d'auteurs. Hein. C'est à la fois des auteurs français qui m'ont beaucoup animé. Je pense au tout premier sur le marché de la pêche en France, des gens comme les frères Main, par exemple. Moi, à travers eux, j'ai découvert beaucoup. Des gens comme ensuite, un petit peu plus tard, des gens comme John Llewellyn, et puis qui ont vraiment démocratisé la pêche, parce qu'ils apparaissaient sur des médias très importants. Ils apparaissaient à Trépêche qui apparaissait sur TF1 quoi, le soir. Donc c'était difficile de les louper en fait. Et puis après, quand j'étais un peu plus vieux et que je me suis intéressé au lac, moi je me suis aussi pas mal intéressé à Léon, parce que Léon il a vraiment influencé avec ses écrits dans ces années-là. Mais je dirais que ça, c'était les lectures et c'était plus le besoin en fait d'aller, de me nourrir, de voir des choses de la pêche, de lire des choses, de transpirer de la pêche. Quand je pouvais pas y aller, les lectures c'était un bon moyen pour moi de vivre ma pêche. Ouais. Et puis dès que j'ai eu l'anglais qui était suffisamment là, moi j'ai lu beaucoup les auteurs anglais qui pour moi au niveau technique sont quand même un poil au-dessus. Ils ont toujours, même si, enfin d'un point de vue technique, j'entends, je vais être un peu trop détaillé, mais ils avaient, en tout cas à l'époque, aujourd'hui c'est moins vrai, mais ils avaient à l'époque une vraie longueur d'avance. Oui. Parce que la pêche, elle était très peu connue, très peu démocratisée. Moi, à l'époque que je parle, il fallait aller en Belgique pour aller chercher son matériel de pêche à la carpe, quoi. Il y avait rien en France. Aujourd'hui, c'est complètement différent. À chaque coin de magasin, il y a un rayon carpe avec ce qu'il faut, quoi. Et si c'est pour pas parler d'internet où il y a à peu près tout ce qu'il faut. Donc les auteurs ont contribué dans une certaine manière, puis j'en oublie, hein, il y en a eu beaucoup. Et puis voilà, des Tim Pesley en Angleterre, des Terry Hearn, etc. Mais en parallèle de ça, moi c'est surtout, je pense que c'est peut-être un peu arrogant de le dire, mais moi j'ai beaucoup progressé tout seul, parce que je pêchais beaucoup tout seul. Et puis j'ai fait des belles rencontres aussi, qui m'ont permis de progresser. Et peut-être la rencontre où j'ai rencontré peut-être celui que je considère comme, pour moi, un des meilleurs pêcheurs que j'ai rencontré. J'ai pêché avec beaucoup de gens maintenant. Il n'est pas du tout médiatique, etc. Il s'appelle Stéphane Pays. Et je pense que c'est vraiment la personne que j'ai rencontrée qui, pour moi, m'a le plus impressionné en termes de pêche, tant au niveau de technique que de détermination. Parce qu'à un moment donné, les niveaux techniques, ils s'alignent hein, entre les pêcheurs. Ce qui va les différencier après, c'est la détermination en fait. Certains peuvent mettre ça sur le sens de l'eau, mais c'est la détermination. C'est le fait à un moment donné de se lever en pleine nuit et de se dire, et c'est avec lui que j'ai appris ça, tu te lèves en pleine nuit et tu te dis, tu vas aller écouter les poissons, et ton poste, tu vois qu'il n'y a pas de poisson actif sur ton poste, et tu sais que ton poste en fait, et c'est calme, t'as pas eu de touche, et tu t'es donné tous les moyens pour les écouter, les poissons, pour essayer de les voir, même en pleine nuit, tu t'es donné les moyens de les écouter, tu as mis en place ton écho, tu es sur un grand lac, et tu essaies de savoir où ils sont, tu les vois pas sur ton secteur, et tu décides de relever les cannes et d'aller prospecter une autre partie du lac, et d'aller écouter sur une autre partie du lac si toutefois tu trouves d'autres poissons.
Bah, pour moi, c'est ça, cette détermination-là, c'est un cran au-dessus. Beaucoup de gens, en fait, qui à un moment donné se sentent pas, n'ont pas envie, n'ont pas le plaisir, je le comprends, d'aller à ce niveau-là, en fait. Et voilà, moi, si tu me parles d'influence, indépendamment des lectures qui m'ont nourri, ce qui m'a beaucoup, mon influence, c'est la mienne, ma propre influence. Et puis Stéphane, qui a été un déclencheur pour moi à l'époque, parce que là, on parle des années 2000, et lui faisait déjà des choses que j'avais jamais vues ailleurs, quoi. Bon, aujourd'hui, l'influence en 2023, bah, elle est encore différente parce que les influences elles changent finalement en fonction de ton âge, en fonction de ton expérience. Et aujourd'hui, bah, c'est un peu le contact avec tous les pêcheurs avec qui je suis amené à pêcher qui me nourrit un peu. Tu vois, je vais découvrir une façon de raisonner sur une partie de pêche donnée avec tel pêcheur, puis avec tel pêcheur, je vais découvrir autre chose. Et finalement, c'est la combinaison de tous ces pêcheurs parce que je suis à l'écoute et j'observe beaucoup. Et j'observe, et si je vois quelque chose d'intéressant qui est employé par l'un d'entre eux, bah, je vais l'utiliser, je vais m'en inspirer, quoi. Donc l'inspiration aujourd'hui, elle est un peu de tous les pêcheurs avec qui je suis amené à pêcher, quoi. Donc j'avais une autre question, bon, tu avais répondu partiellement, mais on peut quand même rentrer un petit peu dans le détail sans exagérer non plus, mais pratiques-tu régulièrement d'autres pêches? Ouais, d'autres pêches, régulièrement, évidemment c'est la carpe qui prend la majorité de mon temps en fait. Mais oui, je pêche à la mouche, je pêche au cou, encore à la mouche plus qu'au cou, mais je pêche encore à la mouche et au cou, et de temps en temps au carnasse. Chaque année, j'essaie de me faire quand même quelques sorties sur ces pêches-là en fait. C'est la mouche qui l'emporte quand même sur la deuxième. C'est la mouche qui l'emporte, ouais, parce que j'y trouve pas mal de satisfaction. C'est une pêche qui est très mobile et qui se prête au voyage. Donc on peut rapidement prendre, en fait c'est assez facile de mettre son gilet, sa canne à mouche dans un tube rigide et de prendre l'avion et d'aller dans des belles destinations. Et donc à l'étranger où parfois on va trouver des plus belles choses. Et donc voilà, j'ai fait la Laponie, j'ai fait tout un tas de destinations. Et c'est vrai que je trouve que et puis c'est une pêche, t'es en pleine immersion dans la nature. T'as pas vraiment de restrictions en fait, tu pêches que de jour, t'as besoin que de pêcher de jour, contrairement à la carpe où on pêche de jour comme de nuit, bien souvent. Donc là tu pêches que de jour, tu pars le matin très tôt, tu finis la journée le soir, j'aime bien ce format aussi. C'est une pêche qui est physique, où t'es en mouvement, souvent ça crapahute en rivière, souvent tu dois rentrer dans une partie de la rivière, donc ça te fait travailler le corps, parce que t'es tout le temps en mode faut pas déraper quoi. Voilà. Et ouais, c'est une belle pêche. Mais bon, ma pêche de cœur, c'est la pêche de la carpe, hein. Ça a toujours été, et c'est plus particulièrement parce que ce poisson en fait. La carpe, elle est unique. C'est-à-dire que quand je dis elle est unique, c'est que bien sûr, entre une commune et une commune, c'est pas toujours facile, même si on arrive à la reconnaître quand même. La morpho, la couleur de la robe, même si c'est des communes et qu'elles ont exactement les mêmes écailles, t'arrives quand même à les distinguer. Mais il arrive que des communes aient des écaillages qui soient pas exactement les mêmes, donc tu arrives à les distinguer. Mais les miroirs, elles sont uniques. C'est une empreinte ADN, quoi. Il suffit avec les écailles, entre les écailles, le placement des écailles, la morpho, la couleur de la robe, t'arrives à identifier les poissons, quoi. Ça, c'est unique. Demain, tu te mets à la pêche au thon, je te défie de reconnaître une bonite d'un thon. Tu pêches le brochet, on arrive à les reconnaître un petit peu. Mais c'est très difficile. Avec des cicatrices, tout ça, mais ouais. C'est vraiment pas évident, tu vas pas les reconnaître au premier coup d'œil. Et ça en fait quelque chose de complètement différent, quoi. Et puis la carpe, on part en session. C'est quand même une des pêches où on peut partir comme ça à l'aventure, en mode session pendant plusieurs jours, de jour comme de nuit. Il y a quand même des choses incroyables à vivre à la carpe qu'on peut difficilement vivre avec d'autres pêches, quoi. Donc pour moi, la plus nourrissante, la plus belle, c'est la carpe. Mais la pêche à la mouche, je l'aime pour sa facilité à mettre en œuvre en fait. Ouais. Donc plutôt bouillette ou graine? Bille. C'est plutôt bouillette. Ouais. Bille pour... juste un petit mot complémentaire, pour faire élever la taille des poissons, la bille, on en parlait encore, parce qu'on a parlé de bille, la bille, elle permet quand même de sélectionner, dès l'instant où on construit un peu les choses, son amorçage, etc., avec la bille, on augmente la taille des poissons. Rien que pour cette raison, la bille, c'est bien. Et puis la bille a une dimension, indépendamment de son efficacité, il y a aussi une petite dimension philosophique, quoi. Pêcher avec une bille, c'est quelque chose qui est particulier, enfin, comment dire, pêcher à la graine, entre le gars qui pêche à la graine et le mec qui pêche à la graine, tu vois ce que je veux dire, on parle des mêmes graines, quoi.
L'habit, tu peux construire quelque chose de bien particulier à ta pêche, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Ce ne sera pas la même bille que l'autre. Donc il y a ça aussi qui est intéressant avec la bille, mais je dirais que après la graine, moi je l'utilise, et j'aime beaucoup la graine et plus particulièrement la noix tigrée. Ça dépend des conditions de pêche auxquelles je suis confronté et qui vont m'amener à faire un choix. Parce que ce que je rechercherai toujours, c'est l'efficacité. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Voilà. Mais ouais, bille, allez, à 8 fois sur 10, c'est la bille, quoi. Alors, plutôt commune ou miroir? Miroir. Miroir. Ah ouais, vu ce que tu m'as dit tout à l'heure, de toute façon, ce que tu disais, leur personnalité, en fait, qu'elles ont toutes. Exactement. Moi, c'est pareil, c'est pour ça. Hein. C'est parce qu'en fait, elles sont toutes atypiques, toutes différentes. Exactement. Les miroirs, elles sont uniques, en fait. Elles sont uniques. J'ai capturé une miroir il n'y a pas si longtemps, elle était noire. J'avais encore jamais vu un poisson aussi noir. Là, la miroir d'aujourd'hui, d'hier, t'as vu comme elle est particulière, sa robe. Enfin, c'est génial en fait de pouvoir te dire que tu peux reconnaître les poissons. C'est donné qu'à la carpe en fait presque. Et donc ça, c'est top quoi. Ouais. Et puis cuir. Les cuirs aussi. Les cuirs ont beaucoup plus rares malheureusement aujourd'hui. Ouais. Mais les cuirs, c'est pareil. De temps en temps, on arrive encore à en faire. Ouais. Et pas d'écailles, c'est juste incroyable quoi. Mais celles-là sont super fragiles quoi, c'est ça. Ouais. Pas d'écailles, super fragiles. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'elles ont vachement diminué aujourd'hui. On capturait, il y a quelques eaux qui en ont encore, mais c'est vrai que on n'est pas coutumier de capturer des cuirs quoi aujourd'hui. Ouais. Plutôt pêche rapide, genre jusqu'à 24 heures, tu vois, ou longue session? Un mélange des deux. Un mélange des deux. Je fais plusieurs grandes sessions à l'année. Ouais. Parce que par exemple les destinations sont un peu lointaines de chez moi, donc pour des raisons économiques je préfère envisager plusieurs jours, et une longue session pour moi c'est au moins 5 jours. Pour moi ça c'est une longue session. Ouais. Et puis aussi parce que parfois je m'attelle souvent en longue session plutôt à des eaux, j'aime bien les challenges, donc je m'attelle plutôt à des eaux, à des grands lacs, ou parfois des grands fleuves. Et là, je vais plutôt privilégier du 5 jours, du 6 jours pour me donner plus de chances de réussir. Parce que sur un grand lac, déjà, la première étape de la localisation, parfois tu peux rapidement consommer une journée, 2 journées, rien qu'à localiser le poisson. Ouais. Et puis après, il faut le pêcher, et puis tu peux encore ne pas avoir les résultats que tu attendais. Donc après, la nécessité de redéménager une fois ou deux, et très vite, tu arrives déjà à 5 jours. Donc 5 jours, c'est le format minimum pour moi pour les longues sessions. Et puis après, des courtes sessions, oui, donc la nuitée ou une journée de pêche, je fais ça beaucoup entre mes grandes sessions. Ça me permet aussi avec mon agenda de mieux jongler du boulot, de mieux jongler et de pouvoir toujours un petit peu pêcher, quoi. Ouais, mais pas une que tu préfères des deux, quoi. J'aime bien les deux pour différentes raisons. Ouais, c'est vraiment 50-50 quoi. Ouais, c'est 50-50 aujourd'hui, ouais. Après les grandes sessions, si je pouvais faire que des grandes sessions, je serais content, mais les courtes sessions, on met d'autres choses en place. C'est d'autres stratégies, il y a plus de préparation. Le temps de pêche est plus court, mais la préparation est beaucoup plus longue. Et donc, parce qu'il y a préamorçage, parce qu'il y a localisation et repérage qui sont faits avant, sauf que tu n'as pas les cannes dans l'eau à ce moment-là. Mais finalement, en temps cumulé, il y a aussi du temps. Oui. Donc voilà, quand je vais faire une nuitée, une journée, je ne vais pas y aller le nez en l'air. Avant, il y a sur les 2 semaines ou 3 semaines avant, il y a plusieurs après-midi qui auront été dédiés à aller repérer, amorcer, et donc forcément, ça c'est du temps aussi. Donc j'aime les deux pour différentes raisons, parce que dans les formats courts, on est souvent très heureux. Moi je pense que ce qui fait plaisir à un pêcheur aussi, c'est de mettre en place une stratégie et de voir qu'elle marche aussi bien en un temps limité. Ouais. Ça c'est... T'as mis en place ton piège, entre guillemets, et ton piège se referme, et là tu fais tes poissons. C'est assez jouissif ça. Après, les grandes sessions, c'est autre chose. Tu pars à l'aventure. La construction sur le tas. La construction, elle est sur place, sur le tas. Et donc c'est aussi c'est souvent très challengeant, parce que tu as une sorte de pression en toi de te dire il faut que je réussisse, et quand tu es face à 1000 hectares, 2000 hectares d'eau, il faut trouver des solutions rapidement. Les deux sont intéressants, pas pour les mêmes raisons, mais je pense qu'ils sont très complémentaires, et on apprend beaucoup des deux en fait. C'est clair, puis les deux ont leur petite magie, entre guillemets. Ouais, les deux ont leur magie, ouais, clairement.
Alors, est-ce que tu as un montage préféré ou plusieurs ou... Oui, j'ai pas spécialement un montage préféré, parce que ça dépend vachement des conditions de pêche auxquelles je suis confronté, quoi. Mais en fonction des présentations, sur le fond, flottant ou équilibré, je vais, c'est vrai, avoir plutôt tendance à utiliser certains montages. Et donc, sur des présentations flottantes, je vais plutôt privilégier, notamment sur des cas de figure bien particuliers, tu vois, des berges pentues, des choses comme ça. Je suis plutôt privilégié en bateau des Inger rigs par exemple ou des shot rigs si je suis à la frappe. Et puis sur des présentations sur le fond, j'ai très longtemps utilisé et je continue de l'utiliser le cadet rig. Mais le cadet rig, un peu comme le cheveu traditionnel, on a besoin en fait toujours, tu sais, d'ajuster au niveau des appâts. La taille du cheveu. Et ça prend cet ajustement-là, en fait, il prend un peu de temps et il est un peu plus ennuyeux, on va dire, d'en préparer à l'avance, quoi. Parce que tu dois les préparer avec tes appâts et pour qu'ils soient parfaitement parfait ton montage. Le problème, c'est que ton appât, entre le moment où tu l'as ouvert du paquet, le moment où il sèche, etc., enfin, il a plus exactement la même taille, évidemment, ça sèche. Et donc, pour des raisons pratiques, j'utilise de plus en plus le slip des rigs. Que lui, je peux préparer, c'est un montage que je peux préparer vraiment à l'avance. Donc j'en stocke plein dans ma boîte en fonction des tailles d'hameçon, parce que moi je pêche quasi exclusivement en coclo. Et finalement, tout est prêt d'avance et je fais avec mon bed floss, je peux faire mon ajustement sur une présentation sur le fond ou sur une présentation équilibrée type bonhomme de neige. Quelle est ton approche préférée en lac et en rivière? Bon, bah, sans trop rentrer dans le détail, parce que sinon je vais être trop long, GG, et tu vas avoir besoin d'une interview exclusive rivière et lac, tellement j'aurais de choses à dire. Mais je dirais que pour faire très caricatural, pour moi, la pêche en rivière, c'est une pêche que je pratique davantage autour de chez moi, pour la simple et bonne raison que la rivière, elle est sujette à, tu vois là, il y a une petite averse qui se prépare, elle est sujette à des variations de niveau d'eau en fonction des averses, etc. Et donc si tu peux vite te retrouver, c'est ça que j'essaie de dire, si tu prévois une session trop longtemps à l'avance, tes vacances, une semaine sur une rivière donnée, je te dis pas que je le fais pas de temps en temps, mais quand même tu peux te retrouver vite, comme ça m'est été arrivé, tu peux te retrouver avec un niveau de rivière qui explose, le niveau qui monte, et finalement un peu en difficulté, t'es en mode cru et t'es plus vraiment en mode rivière classique, étiage normal. Et donc pour ces raisons-là, moi la rivière, je la pratique, mon approche, c'est plutôt de pêcher des rivières qui sont dans un périmètre autour de chez moi accessible pour prospecter et pré-amorcer. On a parlé du pré-amorçage pas mal hier ensemble, mais clairement pour moi la rivière, c'est quelque chose qui est très important, c'est vraiment de pré-amorcer, prospecter avant mes secteurs, et je vais pré-amorcer 2-3 postes à l'avance. Et c'est comme ça que je prépare mes postes et après je pars en rivière. Et mon approche préférée en rivière, c'est d'aller faire un 24 heures par exemple, sur un poste que j'ai préamorcé par exemple une fois au minimum. Trois fois, ça commence à être sympa. Et puis plus si vraiment le temps me le permet. Et d'aller faire un 24 heures. Au bout de, on va dire, quand je dis 24 heures, c'est une façon de parler parce que dès l'instant où j'ai fait une nuit ou une journée pleine et que j'ai pas eu d'activité, pas de résultat, très vite je vais passer sur mon poste 2 ou 3. Voilà. Donc voilà un peu mon format. Donc c'est plutôt sur des pêches courtes en rivière, de 24, si je devais dire, une nuit, une journée on va dire, à 3 nuits, 3 journées, quoi. Voilà, c'est un peu le format. En lac, c'est assez différent. Bien sûr, il y a des petits lacs proches de chez moi que je vais pouvoir aborder sur des formats courts, mais je vais plutôt être sur des formats un peu plus longs en matière de sessions de pêche. Parce que quand on part sur un grand lac, alors tout dépend de ce qu'on appelle le grand lac, mais pour moi un grand lac c'est quelque chose qui n'est pas vraiment de dimension humaine, tu vois, qu'on ne peut pas voir d'un seul point du lac. C'est quelque chose qui fait, voilà, au-delà des 600 hectares, on commence à être sur des grands lacs pour moi. Et là, là forcément il faut un petit peu de temps pour se donner du temps, et c'est ce que je fais généralement. Un bon tiers de ma partie de pêche en lac, il est dédié à rechercher les poissons. D'accord. Donc je suis prêt à utiliser un tiers de mon temps à pas mettre les cannes et à trouver les poissons. Parce que je sais que quand je les aurai trouvés, ça compensera très largement les choses en fait. Il faut les trouver, quoi. Et parfois il faut les trouver puis encore les retrouver.
parce qu'on peut les trouver, et puis très vite elles déguerpissent et il faut encore les retrouver. Donc la localisation, comme c'est clé partout, mais en lac, c'est aussi très clé lorsqu'il s'agit d'adresser des grandes surfaces d'eau. Les poissons peuvent être à différents endroits et bouger, et donc faut accepter d'être en mouvement, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est plus ma façon de faire en lac, quoi. Ouais. Okay. Donc plus déformation, on va dire. Bon, écoute, on arrive sur la dernière question. Ouais. Bon, c'est pas une question en fait, hein. Tu peux nous donner une petite anecdote d'un de tes plus beaux poissons, un poisson vraiment que tu as pris un plaisir fou, pas forcément le plus gros, ouais. Ça peut l'être aussi, ouais. Mais qui t'a procuré énormément de sensations. J'aurais presque envie de te dire, c'est toujours un peu le dernier poisson tu vois ce que je veux dire, qui te provoque quelque chose de spécial, notamment quand tu fais des sessions. Mais en anecdote, je nommerais peut-être... on a fait une session... alors c'est le poisson, mais c'est aussi le contexte, tu vois. On a fait une session aux États-Unis de pêche pour une vidéo qui va sans doute arriver sur la chaîne Nash, je pense, dans les 6 mois qui viennent. Mmh. Et en fait, j'ai capturé, alors c'est une carpe, hein, mais c'est une carpe buffalo. Et j'ai capturé une grosse carpe buffalo. Ouais. Et j'étais vraiment très content. Parce que j'y allais pour ça en fait. On y allait pour prendre des carpes, mais on y allait aussi pour prendre des carpes buffalo, parce que là-bas, ça fait partie du décorum, quoi. Quand on va aux États-Unis et qu'on va dans le Texas, comme on y a été, c'est ça qu'on va chercher. Donc c'est des poissons qui combattent très fort. Et voilà, j'ai eu un super combat. J'étais venu pour ça. Je savais jusqu'au dernier moment pas que j'allais la capturer. Je la capture. Donc j'étais super content. Et puis il y avait le contexte. Aux États-Unis, c'est juste incroyable. On s'est retrouvé d'ailleurs avec un orage à un moment donné. Et les orages là-bas, ça rigole pas. Faut s'en aller, hein. C'est des tempêtes. Donc on a tout plié. On a préféré aller à Dallas, dans la ville. On s'est retrouvé finalement à aller voir un match de la NBA. C'est la première fois que j'assiste à un match de la NBA. Enfin, c'était vraiment un moment unique pour moi. Mais si je dois prendre une anecdote d'une carpe, je reprendrai une anecdote d'un gros poisson que je fais, une grosse commune à Saint-Cassien. Je me retrouve dans cette vidéo, destination H2O, on a un temps très limité, en plus on est limité puisqu'on ne peut pas pêcher la nuit. Et le début de la partie, donc je crois que c'était un format 4-5 jours, je sais plus très bien, c'était il y a 5 ans, un truc comme ça. Et pendant 3 jours, je cherche des solutions, je galère un peu en fait. Et j'en trouve très peu des solutions. Et du coup, je décide carrément de m'arracher, d'aller prospecter durant un soir, d'aller écouter les carpes, de voir si j'entends des carpes sauter et en pleine nuit. Et j'entends de l'activité. Donc ça m'intéresse. Je passe l'écho. Et là, je vois qu'il y a un peu de l'activité sur... tu sais, avec l'échosondeur, tu arrives à identifier le fait que les poissons, même si tu n'es pas sûr que c'est des carpes, mais tu vois qu'il y a de l'activité dans une profondeur, moi en l'occurrence là, qui était aux alentours de 8 à 10 mètres, quoi. Et je voyais qu'il y avait plus de poissons à ce niveau-là. Et je décide, on ne pouvait pas s'installer. On ne pouvait pas s'installer, les berges sont abruptes à cet endroit-là. Et pour moi, hein, par définition, c'est une safe zone. C'est un endroit où les poissons peuvent aller tranquilles parce qu'ils ne peuvent pas être atteints, pêchés. La berge d'en face est beaucoup trop éloignée. On est à près de 800 mètres, donc c'est très difficilement accessible, à part pour quelques fous enragés. Mais c'est pas simple. Et là, je décide d'aller sur ce secteur, sur ce poste, et de me façonner mon propre poste. Et à l'époque, je pars avec Thierry, puisqu'il filmait, et Thierry est extraordinaire, il m'aide à couper quelques branches. On n'a pas dévasté l'endroit, on a été très raisonnable, mais on a fait en sorte de pouvoir s'installer à minima. On est sur une berge qui est abrupte comme ça, où tout juste 2 level chair tiennent, mais avec des ficelles attachées aux arbres, et on est vraiment trop mal installé. Mais je suis convaincu à ce moment-là, si tu veux, que de par l'activité que j'ai entendue, que je peux faire des poissons. Je fais 2 touches à ce moment-là, pour faire court. La première, je la perds dans un bout de bois, donc l'intensité du moment est forte, surtout quand tu es dans une session où tu attends autant, et puis il y a un film. Hein. Sur un film, l'intensité, elle augmente un peu en termes de challenge, parce que sur une période donnée, réduite, tu dois sortir le film quand même, tu vois. Bien sûr. L'idée, c'est pas d'emmener des vidéastes au bord de l'eau pour une promenade et qui repartent avec rien en fait.
juste parce que les papillons, les cailloux et l'eau et le clapotis des vagues, c'est sympa, mais ça n'intéresse pas tout le monde, on va pas se mentir non plus. À un moment donné, les vidéos de pêche, on veut y voir des poissons, quoi. Et donc là, en fait, je perce ce premier poisson, donc j'étais en colère après moi, quoi. Parce que après un combat, elle finit dans les obstacles, et parce que je savais que j'avais un beau poisson, j'avais un peu peut-être trop desserré le frein dans une certaine, donc peut-être comment dire, peut-être une petite erreur de ma part, bien sûr cet endroit regorge d'obstacles et elle se met dedans et je la perds, quoi. Et là j'ai une deuxième touche. Mais là, je suis au taquet parce que j'ai les yeux, ils sont ouverts, je dors pas de la nuit et je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez nerveux. Je dors pas de la nuit et tout ça. Et là, je vais faire mon combat. Et je pense que c'est le plus gros combat, parce que tu parlais de moments forts, le plus gros combat que je pense, peut-être qu'après, avec les années, des fois, on mélange, tu vois, un peu, mais je pense que c'est le plus gros combat que j'ai eu parce que la profondeur d'eau, parce que le poisson, une grande commune, je sais plus qui faisait, j'en ai même oublié le poids, mais je crois qu'elle était entre 24 et 25 kilos. Mais un combat, Thierry, je lui ai même fait répéter, et je pense qu'on était à 35 minutes de combat. Donc j'ai rarement fait des combats avec des carpes aussi longs. Mais le combat était vraiment hyper long, à tel point que par moments je m'interrogeais, ça doit être un silure, tu vois. J'étais avec la canne comprimée, scope 3 livres, tu vois, comme je pêche là, scope 3 livres, comprimé, je dis mais il remonte jamais ce poisson en fait. Et pourtant les poissons j'en ai pris quelques-uns, tu vois, mais il remonte jamais, mais ça combat, c'est puissant, et je découvre ce poisson, donc ce poisson, plus que son poids, parce que des gros poissons j'en ai fait bien d'autres, et des beaucoup plus gros, parce que j'ai eu cette chance de croiser à plus de 5 reprises des 30+, dans le domaine public. J'ai ce bonheur en fait de faire même une 35+. Mais mon plus beau moment, je pense, c'est ça. C'est quand t'es si près de perdre et que tu réussis à faire ce que t'attends, ce que tu souhaites faire. Et puis ce combat qui était hallucinant parce que la profondeur d'eau, parce que c'était une commune, parce que je sais pas, elle en voulait. Et la mettre à l'épuisette, c'était le soulagement, quoi, tu vois. Ouais. Et là, tu la mets à l'épuisette et t'es vraiment content que ça se termine parce que tu sais que tu l'as, en fait, tu vois. Et t'as aimé le combat, mais t'as serré les fesses tout le long et ce que tu voulais, c'est qu'elle finisse dans l'épuisette. Ouais, et ça, c'était, je pense, une de mes plus belles anecdotes de poisson, en fait. Ouais, d'accord. Parce que le contexte, en fait. Se prendre un beau poisson rapidement, finalement c'est pas, tu vois. Ouais, c'est moi, c'est pour ça que je dis que je te disais beau poisson, faut qu'il y ait quelque chose avec. Les sensations qu'il t'a apporté. Ouais. Bah là, la sensation elle était super forte. Et là quand tu te poses, t'es dans ton bateau et là t'es comme ça et tu t'es vidé, tu sais que d'un point de vue émotion t'as vécu quelque chose. Et là j'ai eu ça en fait. Alors même que sur d'autres gros poissons, j'étais content, je l'ai mis à l'épuisette, c'est un super fiche. Mais là c'était vraiment très intense. Ouais. Oui, on est fini avec les questions, Jocelyn. Donc merci à toi. Bah merci à toi, merci pour l'invite, la petite pêche et tout, le repas, tout nickel. Puis, on a fait quelques poissons, c'est cool. Et puis un dernier petit mot, des personnes qui viennent, qui voudraient peut-être te suivre, tout ça personnellement, toi, hein, pas la Nage TV qu'on connaît tous, bien sûr. Hein, si tu as ton Instagram, tout ça. Oui, je suis de plus en plus actif sur Instagram, là où j'ai un peu délaissé depuis une bonne année, même peut-être un peu plus Facebook. Pour des raisons de praticité, quoi. C'est plus pratique pour moi, je trouve, avec le smartphone. Donc sur Insta, j'invite tout le monde à me suivre. Donc c'est Jocelyn Dupré NT sur Insta. Et puis je me mets à TikTok aussi. Et là, c'est Jocelyn Dupré. Donc si les gens veulent en savoir davantage sur mes péripéties halieutiques, mais aussi sur les actualités nage, parce que j'en fais pas mal maintenant sur Insta, qu'ils n'hésitent pas à me suivre en followant. Il faut cliquer sur chaque compte pour suivre le compte. De toute façon, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui veulent le suivre de plus près, personnellement, bien sûr. Hein, Super, merci Gérald. Bon, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter là? Un beau poisson pour terminer? Ça serait pas mal quand même, hein, vraiment pour finir là, un petit fiche. On avait 40 degrés là, elle est impeccable. On a 20 degrés. On est trop bien. Ah oui. A plus pour une prochaine. Merci Gérald. À plus. À bientôt. Yes, merci à toi. Et merci à vous. Bye bye. J'espère que ce petit interview vous aura plu. Si ça vous plaît, on refera avec d'autres personnalités de la
piche. Hein, donc, je pense bien faire un petit Léon quand même. Ah, vous en doutez bien qu'il y aura sûrement du Léon. Mais bien content que Jocelyn ait participé à ma première interview. Bon, après, ça reste simple. Hein, c'est le monde des picheurs, vous le savez, il n'y a pas de prise de tête ni quoi que ce soit. Allez, on vous laisse les picheurs, nous on finit notre pêche. Et puis à la prochaine. Salut, bonne piche! Donc pour faire simple, un slip d'Erig, tu rigoles parce qu'il y en a tellement. En fait, ça dépend de la pêche en fait. Non, mais c'est clair. Tu vois, Ouais. tu peux pas dire. En fait, ça dépend de la pêche. non, mais c'est clair. Tu vois, Ouais. du cas d'Erig, du slip d'Erig et du chod ainsi que du injure rig. En plus, c'est vrai. C'est vrai. Là, je suis en slip. Je suis en slip parce qu'on pêche tellement près du bord que t'as aucune chance que ça s'en mêle. Ouais. Parce que le slip, faut du matériau souple. Ouais, alors, au niveau des... Ils ont bien compris que tu t'adaptais. C'est qui? C'est toi? En fait, je pêche... Ouais, alors, au niveau des... En fait, de toute façon, juste, ils ont bien compris que tu t'adaptais. C'est qui? C'est toi?